Stéphane Le Breton est maître de conférence en histoire grecque de l'Université d'Artois, au Centre de recherche et d'études d'histoire et société. Alors nous sommes très heureux de l'accueillir aujourd'hui. Il avait participé à notre premier séminaire de recherche et de réflexion sur la définition des T3, qui s'était déroulé en juin dernier à Nantes, dans l'école de l'ENSM, en collaboration avec Madame Awassam. Alors ces domaines de spécialité vont nous ramener vers la reconfiguration qu'évoquait le professeur Gratoulaou des rives européennes et asiatiques dans cette Méditerranée antique, puisqu'il est spécialiste de l'étude des paysages, des représentations de la géographie dans l'Antiquité, de l'imaginaire des fleuves, des lacs, des estuaires, de la navigation. Il est l'auteur et le co-auteur de plusieurs ouvrages importants, dont les études des fleuves d'Asie mineure, l'Asie mineure dans l'Antiquité. Et il a beaucoup écrit de chroniques sur les fleuves d'Anatolie. Donc il intervient ce matin sur l'enjeu stratégique des détroits dans la culture des mondes grecs et romains. Merci. Je remercie pour votre invitation, ce qui me permet de revenir sur la question des détroits, mais d'un point de vue différent par rapport à ce que j'ai fait d'habitude. Je vais essentiellement m'intéresser à deux détroits. Pour les Grecs, le détroit de l'Hellespont, c'est-à-dire les Dardanelles actuellement, et le détroit du Bosphore. Les deux détroits dont je connais le mieux l'évolution historique, et surtout, certainement pour l'Antiquité, les deux détroits les plus importants pour notre question aujourd'hui. En grec, deux mots correspondent à notre notion de détroit, porsmos et sténopos. Porsmos désigne un point de passage obligé sur une route de navigation. C'est le terme que les anciens utilisent pour désigner par exemple le détroit de Gibraltar, le détroit de Messine, l'Hellespont ou le Bosphore. Mais la notion de porsmos est plus large que notre conception du détroit. Il s'agit en fait d'un passage suffisamment étroit, mais qui peut être assez large tout de même, entre deux étendues maritimes pour que la Terre soit visible simultanément des deux côtés. Ça ouvre donc pas mal de possibilités. De fait, on peut considérer que le terme de sténopos complète utilement la notion de portmos. Ce terme n'a pas de véritable équivalent en français, il désigne en fait la partie la plus étroite d'un détroit. Par exemple, dans un texte d'un anonyme qu'on appelle le Pseudo-Skymnos, le périple du Pseudo-Skymnos, qui est un texte qui date du IIe siècle avant notre ère, pour le détroit de l'Hellespont, il distingue le Sténopos, qui est entre deux cités que vous avez ici, entre Sestos et Abydos. Bien souvent, le Sténopos désigne la partie où la navigation est sans doute la plus risquée. Je reviens au terme de portmos. La première occurrence de ce terme connu se trouve dans l'Odyssée. Lorsqu'il apprend que Télémaque a pris la mer pour aller à la recherche de son père, Ulysse, Antinoos, le chef des prétendants, entre dans une violente colère et demande alors de disposer d'un navire et de quelques hommes pour aller se poster dans le Portmos, qui sépare l'île d'Ithaque d'une autre, en attendant le retour de Télémaque pour le prendre en embuscade. De fait, dès l'origine, dès ce passage de l'épopée, il y a ce passage souligne la double dimension du Portmos. Ce terme, dès le départ, est défini non seulement par des critères formels, c'est-à-dire une zone maritime resserrée entre deux entités terrestres, mais aussi il est défini par des critères fonctionnels. Cet endroit est un lieu de passage obligé, fréquenté, ce qui lui donne un intérêt stratégique. Or, effectivement, en ne prenant que l'exemple de la guerre du Péloponnèse, donc on est dans la deuxième partie du 5e siècle avant notre ère, et en lisant Thucydide et Xénophon, on se rend compte que très régulièrement, les batailles navales se déroulent entre une île et la terre, ou entre deux îles, ce qui correspond bien à la notion de Portmos. Plus encore, le modèle par excellence de la victoire navale, pendant une grande partie de l'Antiquité, c'est la victoire de Salamine, qui là encore se situe dans un Portmos. Les commentateurs retiennent bien souvent les qualités du site, associées au stratagème de Thémistocle, qui a permis de vaincre une flotte supérieure en nombre par l'étroitesse du goulet. Il y a un passage de Thucydide particulièrement éloquent sur le sujet, quand il dit que c'est nous, Athéniens, qui sur 3 points essentiels avons le plus contribué à ce succès. Nous avions la flotte la plus importante parmi les Grecs.
le général le plus avisé et l'ardeur combative la plus grande. C'est à notre chef Thémistocle que l'on doit, plus qu'à tout autre, d'avoir livré la bataille dans le détroit, le Portmos, ce qui, indiscutablement, sauva la situation. Donc c'est bien ce lieu qui a été choisi par Thémistocle qui l'emporte sur toute autre considération. Le Portmos est par excellence le lieu idéal, ou le devient, pour livrer une bataille navale. Parallèlement, le Portmos joue un rôle de premier plan dans la manière de concevoir l'espace pour les Grecs et dans la façon de l'organiser. Il remplit bien souvent une fonction de frontière. Ainsi, comme c'est un point de passage obligé sur des routes de navigation et qu'il permet de relier entre eux des espaces différents, il devient une ligne de démarcation dans la façon pour les Grecs de penser l'espace, dans leur représentation du monde. Il présente de ce fait un enjeu stratégique de premier plan, et c'est bien le cas pour l'Hellespont et le Bosphore. L'Hellespont, en effet, sépare pour les Grecs trois mers, la mer Égée, la Propontide, c'est-à-dire l'actuelle mer de Marmara, et le Pontoxin au nord, la mer Noire. De fait, pour cette autre raison, ce rôle de frontière, on peut penser que les détroits ont été régulièrement un lieu de conflit. Alors je vais tout d'abord prendre en considération les deux détroits dans les rapports de force pour le contrôle du passage entre deux mers, puis dans un deuxième temps, je vais prendre en considération les détroits comme zone de conflit dans les passages entre deux continents. Les sources témoignent de l'intérêt de certaines cités et de l'Empire perse pour la zone des détroits, au moins depuis le 5e siècle avant notre ère. C'est en particulier le cas lors de la guerre du Péloponnèse. Athènes, à la tête de la Ligue de Délos, cherche à contrôler le secteur. Ce dernier, en effet, est primordial pour Athènes pour assurer la sécurité des routes de céréales. En effet, Athènes dépend de l'importation de blé qui provient du nord du Pontoxin, c'est-à-dire de l'Ukraine actuelle. Thucydide et Xénophon, nos deux principaux témoins, ne sont pas très clairs à ce propos, mais il est possible que la Ligue de Délos entretenait une flotte dans ce secteur. Elle pouvait alors intervenir au nord de l'Égée, zone sensible pour l'approvisionnement en bois d'œuvre, en particulier pour la construction de navires, mais également pour les mines de plomb argentifère pour frapper monnaie en Macédoine. Il pouvait s'agir également de réagir à partir de la zone des détroits, de réagir rapidement en cas de défection de ses alliés, en particulier pour les gens de Mytilène à Lesbos. Ainsi, alors c'est la deuxième partie de la guerre du Péloponnèse, donc entre 411 et 405, la guerre en effet devient de plus en plus une guerre navale, donc le front se déplace vers la partie occidentale de l'Asie mineure, donc la zone des détroits. Athènes aurait eu une base navale à Sestos, d'une part, et à Cardia, que vous avez ici de l'autre côté de la péninsule de la Chersonèse. A l'inverse, la Ligue du Péloponnèse, dirigée par Sparte, a une même politique, c'est-à-dire qu'elle aussi, elle cherche à avoir des bases navales. Une base navale à Abydos, ce qui explique qu'en 411, il y a une bataille navale au large d'Abydos, et également une base navale certainement à Cyzique. Et puis, bien évidemment, pour les deux camps, il faut absolument tenir le détroit du Bosphore, donc contrôler Byzance et Chalcédoine. D'ailleurs, les Athéniens ont installé à Chalcédoine une douane sur le trafic maritime, ce qui suppose également la présence de quelques trières. Assez significatif de l'importance de la zone, après deux défaites navales dans lesquelles les Lacédémoniens voient leur flotte anéantie, une première à l'entrée du détroit de l'Hellespont et une deuxième donc au large d'Abydos, après ces deux désastres où les Lacédémoniens ont pratiquement perdu leur flotte, ils demandent à Athènes la paix, ce que Athènes refuse à chaque fois. Enfin, la dernière bataille navale se passe également dans le détroit de l'Hellespont, c'est la bataille d'Aigos-Potamos. C'est un désastre pour Athènes, donc elle perd le contrôle des détroits. De fait, Athènes est au bord de la famine et est obligée de se rendre en 404. Toutefois, l'intérêt d'Athènes pour ces détroits est bien antérieur au 5e siècle avant notre ère. On le perçoit dans les textes depuis au moins la fin du 7e siècle. Des auteurs nous parlent en effet d'une guerre pour Sigé que vous avez à l'entrée du détroit de l'Hellespont,
Donc une guerre entre Mytilène et Athènes, mais on ne sait pas exactement quelles étaient les raisons pour Athènes. Est-ce qu'il s'agissait déjà du contrôle de l'Hellespont pour avoir accès aux importations de céréales? C'est pas certain. Il est possible que Athènes cherchait à avoir à ce moment-là accès à la région derrière Sigée, c'est-à-dire la Troade, pour avoir accès aux mines, mais également pour avoir accès aux massifs forestiers, donc toujours pour du bois d'œuvre. Par la suite, dans la deuxième moitié du VIe siècle, à l'époque où Athènes connaît une tyrannie, la tyrannie de Pisistrate, la cité s'intéresse de nouveau à l'Hellespont. Des aristocrates de haut rang s'établissent à ce moment-là en Chersonèse de Thrace, donc la partie occidentale du détroit de l'Hellespont. Dans le même temps, Pisistrate installe son jeune fils, l'un de ses fils, à Sigée, et l'un des tyrans de Chersonèse, donc un Athénien, cherche aussi à prendre le contrôle de Lampsaque. Donc on voit bien que dans la deuxième partie du VIe siècle, il y a un contrôle, une politique de contrôle des Athéniens qui cherche à surveiller cette route de navigation. Et dès le VIe siècle, on pense que c'est lié déjà à la volonté d'importer les céréales depuis le Pont Euxin. Dès la deuxième moitié du VIe siècle, on sent que Athènes a quelques problèmes en la matière. Quand les textes parlent d'opérations autour de Sigée, ils font forcément référence à la guerre de Troie. Le précédent de la guerre de Troie, il est difficile pour ces auteurs d'y échapper, comme il est difficile pour les historiens d'y échapper également. Bien évidemment, depuis le XIXe siècle, les historiens ont supposé que derrière le prétexte de l'enlèvement d'Hélène se cachait peut-être un conflit plus réaliste sur le contrôle de la navigation à cet endroit. Alors je ne vais pas m'aventurer ici à discuter la réalité ou non de la guerre de Troie. Cependant, grâce aux archives hittites, nous savons qu'Ilion existait déjà sous la forme d'une agglomération qui s'appelait Vilousa. Cette agglomération est déjà l'enjeu de conflits réguliers dont nous ne pouvons malheureusement déterminer ni leur importance ni les protagonistes. Il pouvait s'agir aussi bien d'accrochage que d'un siège. En tous les cas, c'est le sujet de préoccupation constante dans les lettres des rois hittites. Vilousa est alors un royaume client des rois hittites. Et nous supposons par les anthroponymes qui apparaissent dans les lettres que la ville est certainement multiculturelle, c'est-à-dire qu'on a des anthroponymes qui sont à la fois louvites, c'est-à-dire anatoliens, mais également grecs. Donc, des Grecs, des Mycéniens devaient être présents sur les lieux. Que ces conflits soient en rapport avec le contrôle du trafic maritime à l'endroit du détroit ne serait pas une proposition incongrue pour la deuxième partie, pour la fin du deuxième millénaire. On sait en effet par des études de sédimentologie que la cité jouissait d'une localisation idéale près d'une baie aux eaux profondes. De fait, il est tout à fait possible que des Mycéniens aient cherché, à certains moments, à occuper le site. Non seulement ces Mycéniens posaient régulièrement problème aux rois hittites pour la partie occidentale de l'Asie mineure, mais en plus, les Mycéniens avaient eu la capacité navale et militaire d'une telle opération, puisqu'ils avaient occupé la Crète minoenne. Alors je reviens maintenant à des périodes plus tardives. La mémoire de la guerre de Troie a marqué, bien évidemment, le détroit de l'Hellespont pendant toute l'Antiquité. Et ce n'est pas rien. Le souvenir de cette guerre, réelle ou supposée, est déjà, vous savez, le sujet d'une des plus grandes épopées, l'Iliade. Elle est associée à l'aide de référence Homère. Elle est également, pour les Grecs, le point zéro de leur histoire. Les Grecs se considèrent comme un peuple amnésique. Le point zéro de leur histoire, c'est la guerre de Troie. Avant cette guerre, rien de précis n'a pu être gardé en mémoire. Donc raconter la guerre de Troie, c'est entrer dans l'histoire. Et cette porte chronologique, rentrer dans l'histoire, est associée à un détroit, à un passage géographique. C'est assez intéressant. Ainsi, la mémoire de la guerre de Troie est invoquée à chaque conflit qui se déroule dans ces lieux. Hérodote en parle en racontant les guerres médiques. Alexandre sacrifie aux héros de l'Iliade et vient se recueillir à Troie après son passage en Orient. Les impératores romains en tiennent compte lors de leur campagne en Asie, en utilisant ce motif dans leur propagande. C'est un lieu commun pendant toute l'Antiquité et bien au-delà, et je serais d'ailleurs curieux de savoir si ce souvenir littéraire a été évoqué et comment pendant la bataille des Dardanelles. Le détroit de l'Hellespont a ainsi cette potentialité de devenir un lieu de mémoire des guerres passées.
ou pour reprendre l'expression d'un historien du IIIe siècle de notre ère, Hérodien, mais pour un autre lieu, la Cilicie, il semble que la nature ait voulu faire de ce lieu un champ de bataille. Cependant, en simplifiant, à partir de l'époque hellénistique, les deux détroits deviennent moins des enjeux liés à la navigation entre deux mers qu'un passage entre deux continents. En effet, à partir de là, les armées ne cessent alors de traverser d'un continent à un autre. Il faudra attendre la deuxième partie du IIIe siècle de notre ère pour que des incursions de Goths qui proviennent de la mer Noire rentrent par les deux détroits enneigés et rappellent aux auteurs cette fonction de passage d'une mer à une autre. Cette brèche maritime, révélée par ces attaques, explique qu'à l'époque de la tétrarchie, c'est-à-dire à la fin du IIIe siècle de notre ère, une des 4 résidences impériales soit localisée à Nicomédie, c'est-à-dire donc dans la partie orientale du détroit du Bosphore, ou non loin. Mais cet établissement de la présence impériale en ces lieux tient sans doute autant à l'incursion des Goths qu'au mouvement incessant des armées à cet endroit lors des guerres civiles. Ce qui me permet de parler à présent de la deuxième approche, les deux détroits comme zone de conflit, parce que passage entre deux continents. À lire ces textes, sur le long terme, on a l'impression que le déplacement du franchissement entre deux continents se déplace de l'Hellespont, dans un premier temps, vers le Bosphore par la suite. C'est tout d'abord donc le détroit de l'Hellespont qui est privilégié, disons à partir du 5e siècle avant notre ère, avec les Perses, puis le détroit du Bosphore à partir du 2e siècle de notre ère. Cette modification s'explique par l'évolution des réseaux de communication terrestres. C'est-à-dire qu'à l'époque classique, les Perses établissent ou restaurent un réseau routier qui, en Asie, transite par Sardes, qui est vraiment le lieu le plus important administrativement pour les Perses sur la partie occidentale de l'Asie mineure. Et donc, à partir de Sardes, la route royale continue vers les hauts plateaux anatoliens, les hauts plateaux iraniens. Du côté européen, ce réseau de communication passe par la Thrace et ensuite continue vers la Macédoine, à un moment donné où la Thrace fait partie d'une satrapie, c'est-à-dire que ça appartient à l'Empire achéménide, et la Macédoine est un royaume client des Achéménides. Ce réseau va perdurer dans les grandes lignes à l'époque hellénistique et au début de l'occupation romaine. D'autant plus qu'au début de la période hellénistique, le cœur de la légitimité de ces royaumes hellénistiques installés en Orient, c'est bien la Macédoine. Donc il fallait pour eux maintenir ce lien, ce cordon ombilical avec le berceau originel. Dans la seconde moitié du 1er siècle de notre ère, les Flaviens établissent un nouveau réseau routier en Asie mineure, faisant d'Ancyre, l'actuelle Ankara, un carrefour de premier ordre. De fait, à partir d'Ancyre, d'un côté on part vers les ports de Cilicie et vers Antioche de Syrie, et de l'autre côté, on choisit de traverser les détroits au niveau du Bosphore. Du côté européen, la Via Egnatia permet de rejoindre Byzance jusqu'à Rome en traversant les Balkans. Cette Via Egnatia a été mise en place au IIe siècle avant notre ère. Dans le cas de cette évolution, il convient de rappeler l'épisode de la construction par le roi perse Xerxès d'un pont de navires sur l'Hellespont, cela dans le contexte de la Deuxième Guerre médique en 480 avant notre ère. Mais ce n'est pas le seul pont qui a été construit sur ces détroits, et ce n'est pas non plus le premier. En effet, Hérodote nous raconte que lorsque Darius a mené une expédition contre les Scythes, donc au-delà du Danube, un premier pont a été construit, cette fois, sur le Bosphore, en 513. Il est intéressant de constater que ces expériences audacieuses de construction de ponts ne sont pas reprises par la suite. On peut supposer qu'il s'agissait là de prouesses techniques, qu'il est difficile de reproduire. Hérodote insiste bien sur ce fait en disant que lors de la construction du pont sur l'Hellespont, un premier pont a été détruit par la force des courants et par des vents violents. Mais je n'aurai pas le temps de développer ici cette question. Au-delà des questions techniques, si cette expérience n'est pas renouvelée, il me semble que c'est aussi pour des questions de mentalité. Il y a une sorte de blocage intellectuel dans les représentations sur ces constructions de ponts, en particulier à partir des textes d'Hérodote. Par la suite, la plupart du temps, les batailles qui s'engagent sur les détroits sont moins entre puissances adverses, essentiellement pour la période hellénistique, qu'au sein de guerres civiles, au moment des crises dynastiques sous l'Empire. 4 moments. Après la mort de Commode,
lors du conflit entre deux compétiteurs, Pessinus Niger et Septime Sévère, on est là entre 193 et 195, 4 combats ont lieu dans le secteur. Le premier se déroule sur l'Hellespont, le deuxième à Cyzique, le troisième en Bithynie, donc pratiquement sur le Bosphore. Enfin, au même moment, Byzance, donc 3 combats gagnés par Septime Sévère, et Byzance, qui reste fidèle à Pessinus Niger, est assiégé par Septime Sévère jusqu'en 195. Selon l'historien Hérodien, Niger voulait s'emparer de Byzance en espérant empêcher ainsi tout passage d'Europe en Asie. L'auteur souligne alors le rôle géostratégique que doit endosser le détroit dans cette compréhension du conflit. Byzance en devient le verrou. Deuxième moment, 3e siècle de notre ère, en 217-218, Macrin, qui cherche à s'emparer du pouvoir contre la Gabale, après une défaite en Orient, revient vers Rome, cherche à traverser le détroit du Bosphore, c'est un échec, il est obligé de revenir vers Chalcédoine, en face de Byzance, il est capturé à Chalcédoine et mis à mort. À la fin du IIIe siècle, en 284, Dioclétien a été proclamé empereur à Nicomédie, donc sur les détroits, ce qui est symptomatique de la place privilégiée prise par les détroits dans la géographie impériale. Enfin, dans la guerre civile opposant Constantin à Licinius en 324, les derniers combats se passent sur le Bosphore. C'est ici que Licinius perd la bataille et est obligé de se rendre. De fait, cette succession de faits d'armes dans la zone des détroits explique la décision de Constantin d'établir sa nouvelle résidence à Byzance. Un détroit devient donc centre, mais ce n'est pas la logique d'un passage entre deux mers qui explique ce choix, mais bien cette logique de passage entre deux continents. On peut ainsi considérer que ces deux détroits sont les détroits par excellence dans les représentations des anciens, à tel point que dans certains textes, quand on parle des détroits, quand on parle de ces détroits, on n'a pas besoin de signifier qu'il s'agit des détroits du Bosphore et l'Hellespont, ce sont les détroits. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette très riche présentation qui nous rappelle que Portsmouth comme lieu stratégique, lieu idéal de la bataille navale, mais également comme un espace qui nous renvoie à notre propre histoire, puisque raconter l'histoire de ces passages, c'est raconter l'entrée dans l'histoire, comme vous le disiez, en revenant sur des épisodes légendaires, depuis la Crète minoenne jusqu'à Troie, et en passant par la guerre du Péloponnèse jusqu'à cette place privilégiée qu'a pris le détroit dans la géographie impériale romaine. Je suis certain que cela va susciter beaucoup d'intérêt auprès de notre public, comme la première intervention du professeur Grattalou. Donc nous allons pouvoir laisser un temps d'échange et de parole pour que vous puissiez poser des questions et échanger avec nos deux premiers intervenants avant une première pause. Une première pause, oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Donc, notre collègue Le Breton accepte de rester debout le temps de ces questions. Et nous avons le professeur Grattalou également qui peut répondre à vos interrogations. Donc, il n'y a pas de micro, je crois, qui circule, mais je pense qu'en levant suffisamment la voix, je pense qu'on devrait pouvoir s'entendre et échanger assez confortablement dans cet amphithéâtre. Alors, est-ce qu'il y a une première question? C'est toujours la première, la plus difficile. Hein. On connaît tous cet aspect-là. Non, pas... Alors, peut-être... alors, moi, je m'interroge sur la... Je commencerai, pardonnez-moi, par monsieur Le Breton. Peut-être le transfert d'un détroit à l'autre. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment passionnant, cette bascule sur un espace qui est relativement étroit, enfin, je veux dire, entre les Dardanelles et Istanbul, enfin, il y a une distance qui n'est pas énorme, et on voit que sur la période, enfin, vous l'avez vraiment démontré, et cette bascule qui fait que la géopolitique, finalement, aboutit à transférer une préoccupation qui est plutôt à l'entrée, au départ, vers, finalement, un autre espace. Comment vous expliquez cette bascule? Est-ce que vous pourriez la dater et peut-être lui donner une explication Alors, la bascule de l'intérêt primordial, en fait, de l'un par rapport à l'autre. Alors, quand Polybe, au IIIe siècle avant notre ère, parle de Byzance, pour lui, c'est vraiment une zone de confins. Et puis ensuite,
Ensuite, alors c'est difficile de préciser exactement, mais à partir du 1er siècle de notre ère, surtout 2e siècle de notre ère, dans les textes, on voit qu'on s'intéresse de plus en plus au Bosphore, à Byzance en particulier, et au rôle qu'elle peut jouer. Voilà. Alors, je dirais, à partir de la fin du 1er siècle, si on prend en considération le changement la construction du nouveau réseau par les Flaviens, je pense qu'il a fallu au moins une 50aine d'années pour qu'il y ait une forme de matérialisation qui permet de penser différemment les choses. Un changement des mentalités. Et donc là, on serait à la fin du 1er siècle, début du 2e siècle. Là, c'est plus assuré, 2e siècle. Ouais. Non, mais c'est vraiment oui. Vous avez mis le... Ce que vous avez évoqué aussi sur le passage, vous expliquez que c'est l'interface entre deux continents en fait, qui commence à dominer par rapport à la notion de passage. Oui. Donc ça, c'est vraiment central. Et je pense que ça va de pair aussi avec le déplacement de l'intérêt pour les deux détroits, c'est-à-dire qu'on passe de l'Hellespont vers le Bosphore, et je pense que c'est en lien. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pourra peut-être comparer même avec Gibraltar dans les siècles suivants. Il peut y avoir une logique aussi entre un monde arabe pour qui c'est un point central. Et, c'est vrai qu'on peut faire des parallèles. Ou l'Empire plantagenet, vous avez rapidement évoqué, où ce point de passage maritime contesté devient un centre, alors qu'à l'origine il était une frontière avant de redevenir ensuite une frontière. Ça c'est passionnant, je trouve, ce rôle du détroit qui passe de l'un à l'autre finalement au gré des pérégrinations de notre histoire. Merci. Est-ce que peut-être le fait d'avoir posé une première question va permettre à notre assistance de... Non. Oui. Bon, Patrick Borel, je vais me dévouer. Je souhaiterais savoir, s'il y en a une évidemment, quelle lecture vous faites d'un moment particulier qui se joue dans cette zone-là, à l'articulation de la fin de la République romaine, à savoir les guerres mithridatiques. Comment est-ce que vous voyez le rôle à un moment lorsque les Grecs tentent d'évacuer les Romains de la présence en Asie, et comment est-ce que vous voyez, il y a toute une série de batailles qui ont lieu à un moment avec un Mithridate qui essaye de se rapprocher et de prendre le contrôle des détroits, et est-ce que c'est plutôt le détroit perçu comme dans son objectif mer Noire, mer Égée, face à un objectif qui serait romain, passage Europe-Asie, ou est-ce que c'est une autre logique d'après les textes anciens, parce que ça n'est absolument pas perçu comme ça, à l'époque simplement la présence d'un peuple extérieur au monde grec et un peu trop envahissant. Alors effectivement, la volonté du Mithridate, c'est de faire passer sa flotte de la mer Noire, du pont Euxin vers la mer Égée. Et d'ailleurs, il y a une bataille, le siège de Cyzicque qui peut être en lien avec ça, puisque ça permettait d'avoir une base navale assez intéressante. J'ai été regarder d'un petit peu plus près les textes, en particulier appiens, qui pouvaient s'intéresser à la question, mais je ne trouve pas d'éléments intéressant, important, qui permet d'avoir une représentation de cet espace-là pour ce moment. On voit bien effectivement pour Mithridate cette volonté d'étendre le conflit vers Athènes en particulier. Et en même temps, les Romains, la voie à ce moment-là privilégiée par les Romains, c'est davantage une expédition navale par Éphèse. Et pas forcément de passer par les détroits. Vous voyez, il y a aussi cette façon-là d'aborder l'Asie mineure, qui va être essentielle pendant la période classique et une grande partie de la période hellénistique. Voilà, encore une fois, je n'ai pas d'éléments saisissables sur cette question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je vous en prie. Père Méglas, doctorant en droit public, l'intervention des autres professeurs m'a fait remarquer que déjà, il y a 2000 ans, l'intérêt des détroits, l'objet des luttes en politique, c'était donc l'importation de céréales et l'importation de matières premières. On voit qu'au 2000 ans plus tard, on est passé au 5e âge combat naval sans vouloir rentrer sur le domaine d'intervention du commandant de la Verne de demain. L'objet de la lutte aujourd'hui et sans doute demain reste le même.
bien que les moyens des luttes politiques évoluent. Donc je trouvais que cette rétrospective historique pouvait nous faire réfléchir sur la prospective cette fois-ci avec les évolutions futures. Donc c'est une observation. Est-ce que vous souhaitez que peut-être les intervenants la commentent avec vous? Oui, on peut. Oui, non, vous avez raison. Oui, bien sûr. C'est par rapport au type de route qu'il faut voir effectivement le moment où il y a un passage obligé sur une route. Ça pourrait être vrai pour un col, d'ailleurs, sur le plan terrestre également. Donc, vous avez là, pour votre exemple, ce qui me frapperait, c'est le caractère entre la position plus centrale et les variations de position centrale qui se situent en Méditerranée, au sud, et les zones périphériques, donc d'approvisionnement, qui se situent au nord, donc plutôt en mer Égée. Donc, si on remonte, je ne sais pas, à la Ligue de Délos, je parle sous votre contrôle, les clérouquis que les Athéniens maintiennent au nord de la mer Noire, donc chez les Scythes, mais les Scythes de l'Ouest, les Scythes plutôt céréaliers, si j'ose dire, plutôt qu'agriculteurs, plutôt qu'éleveurs, c'est justement pour pouvoir avoir un bassin d'approvisionnement alimentaire pour une cité qui, à un moment, doit atteindre les 100 000 habitants. Enfin, donc, qui ne peut pas se nourrir sur l'Attique. Et évidemment, ça passe par là. Donc, le contrôle, il est vital. Et on voit bien que la guerre du Péloponnèse va largement se passer ici. Donc, votre comparaison est parfaitement justifiée. Ce qui fait qu'ensuite, me semble-t-il, mais je ne suis pas spécialiste de la période, les évolutions qu'il y a dans les périodes romaines ultérieures qui ont pu être évoquées, entre autres avec les guerres de Mithridate, c'est justement quand on a des déplacements des centres de gravité. Et qu'on a un centre de gravité romain à un moment donné qui modifie profondément les relations périphériques, et qu'au contraire, avec les évolutions du deuxième, puis évidemment jusqu'en 330 pour Constantinople, on va avoir un déplacement de centre de gravité dans cette région-là, ce qui signifie que réciproquement, les régions plus nordiques qui approvisionnent comme toute fourniture périphérique en matière première, j'ai évoqué les céréales, mais c'est vrai aussi en main-d'œuvre, parce que c'est des régions d'esclaves, slaves. Vous avez là quelque chose qui fait que c'est le lieu de passage qui devient le centre. Ce qui fait, évidemment, ça modifie profondément l'organisation et les équilibres, et que certaines régions qui étaient plus centrales deviennent au contraire des périphéries méridionales. Bon, j'ai élargi le propos là. Mais ça maintient ce qui fait que certains lieux peuvent changer de fonction, tout en gardant chaque fois un rôle essentiel. Merci. On pourrait effectivement comprendre la guerre du Péloponnèse par rapport à cet accès aux céréales. En effet, il y a 4 zones d'importation où on peut importer des céréales. Donc c'est le nord du pont Euxin, l'Égypte, mais qui est sous contrôle perse, la Cyrénaïque, mais qui est plutôt influencée par les Spartiates, et donc il reste la Sicile, ce qui explique l'expédition des Athéniens en Sicile qui va être un désastre. Donc les céréales, c'est vraiment le talon d'Achille d'Athènes pour cette guerre. Merci. Quelqu'un d'autre veut se lancer? Sinon, Oui, monsieur. Bonjour monsieur, je vous remercie pour votre conférence. Je suis étudiant en première année de master d'histoire maritime. Vous avez parlé du détroit de Salamine. Et je voulais savoir si dans l'histoire grecque, la cartographie du détroit de Salamine a été utilisée pour héroïser Alors, pour cette période, il n'existe pas de cartographie comme on l'entend nous. Même pas de topographie. C'est vraiment, on est plutôt sur des cartes mentales en fait. C'est un peu compliqué. C'est vrai que dans les films historiques, on voit souvent les gens attablés comme ça sur des cartes, mais à des périodes où, a priori, ça ne servait pas beaucoup. J'aurais peut-être une question qui peut d'ailleurs tout à fait peut-être se voir chez l'un comme chez l'autre de nos deux intervenants. Vous avez insisté sur l'aspect un peu identitaire parfois du détroit en tant que délimitation d'une civilisation ou d'une ère d'influence. Vous avez, alors, malheureusement, vous n'avez pas pu aller jusqu'au bout de votre développement, professeur Gratelou, mais vous avez, par exemple, évoqué la frontière entre l'Océanie et l'Asie. Donc, on peut parler de Malacca. Pour Gibraltar, l'Europe et l'Afrique, ou islam et chrétienté. Donc, peut-être que les détroits, il y a cet aspect-là aussi, puisqu'on est sur les détroits en guerre, sur les conflits, l'aspect de friction entre deux identités. J'ai l'impression que ça peut être vrai à un moment donné aussi, j'imagine, entre le monde perse, le monde européen, entre le monde ottoman peut-être aussi un petit peu plus tard. Enfin,
voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez de cette place du Détroit. Peut-être commencer par vous, sur la période peut-être un petit peu plus récente, et puis peut-être s'il y a des comparaisons possibles avec l'Antiquité. Oui, enfin, j'avais centré sur le découpage continental, hein, c'était, mais en sachant que le découpage continental est lui-même producteur de questions identitaires. Mais à l'origine, c'est vrai qu'il y a une notion identitaire qui est tout simplement celle des Européens qui s'identifient comme tels et qui se donnent des limites. Et que, bon, ça serait les limites les plus amusantes à regarder, c'est vers l'Est. Mais là, on n'est pas, ils n'ont pas pu les fixer, sauf effectivement dans ce que nous avons ici, qui est le découpage originel des mots continentaux, Europe et Asie. Mais évidemment, l'Oural n'est pas tellement dans notre sujet, là. Donc, ni le Caucase. Mais c'est des choix tout à fait arbitraires, liés à des phénomènes conjoncturels dans lesquels Denis Diderot joue un rôle amusant par ses liens avec Catherine de Russie. Donc c'est tout autre chose. Il s'agissait de... Mais c'est un moment où on se met à tracer des lignes. Alors, je vous rappelle qu'au XVIIIe siècle, on découpe, hein, on pratique le tiers exclu, on classe. C'est très lié à la mise en place de la pensée scientifique européenne. C'est la classification Linné qui en est l'archétype le plus net. Et on classe les lieux. Pour classer les lieux, on a besoin de découper. Et entre autres, c'est à ce moment-là qu'on va attribuer les îles à des continents. On va dire que telle île est européenne ou par exemple Malte, ce qui ensuite n'est pas sans importance parce que dans la construction européenne, dans l'Union européenne, je vous rappelle que l'article 6 dit que tout pays européen peut demander à devenir membre de l'Union européenne, mais ne définit pas ce qu'est un pays européen. D'où la Turquie, bien sûr. Nous, le problème nous sommes là en plein dans le sujet. Donc, vous avez, c'est au 18e. Avant, non. Si vous prenez les cartes, et même les cartes mentales antiques, l'idée de découpage antique n'a pas de sens. Hein. Ce que Hérodote dit sur Europe, Afrique et Érythrée, c'est des directions, ce ne sont pas des découpages. C'est à partir de la dérive de la mapombe médiévale au XVIe siècle, quand on a inventé le mot Amérique, qu'on s'est mis vraiment à penser des entités territoriales. Et au XVIIIe qu'on les a découpés. Donc les détroits ont été des outils qui ont servi à dire là on s'arrête. Et de ce point de vue-là, c'est pas ici, c'est Gibraltar qui est vraiment l'exemple type, parce qu'il y a un moment où on a dit là s'arrête l'Europe. C'est pour ça que je vous avais fait cette image sur le rocher de Gibraltar, où on se dit on découpe. Hein, là c'est plus l'Europe, là ça va être autre chose, c'est plus nous. En fait, c'est ça le truc, c'est d'autres, et on va dire que c'est l'Afrique. C'est évident que ce n'est pas une vision romaine. Hein, au contraire, c'est la Méditerranée qui unit. Donc, vous avez cet élément. Donc, après, il a fallu découper ailleurs. D'où le choix de prendre la mer Rouge, c'est-à-dire une idée, en gros, de détroit, enfin d'un gigantesque détroit entre Bab-el-Mandeb et Suez, plutôt que ce qui était la division habituelle, qui est le Nil. Il y avait une rive asiatique du Nil, la rive Est, et une rive africaine du Nil. C'est ainsi qu'on voyait les choses jusque-là. Donc, on va couper par la mer, parce que ça semble effectivement une vision plus continentale, qui s'est à ce moment-là imposée. D'où le fait qu'on va dire, bah, tiens, on coupe l'Océanie, mais alors, bon, on voit bien tout ça, c'est du bricolage, et que c'est aujourd'hui très peu fixé. La notion d'Océanie ayant d'ailleurs assez peu de solidité. Hein. Elle a que 2 siècles à peine d'existence. Voilà, donc ça crée en même temps des éléments identitaires, comme je l'ai tout juste suggéré sur l'Afrique, mais c'est fort la notion d'Afrique, hein. Enfin, au sud du Sahara. Merci. C'est effectivement essentiellement par rapport au continent et non pas au détroit proprement dit. Cependant, on peut expliquer la perception des Grecs sur le pont de Xerxès justement de cette façon, c'est-à-dire que les dieux ont voulu qu'il y ait 2 continents séparés, donc l'Asie pour les Perses et l'Europe pour les Grecs étant le peuple le plus important de l'Europe. Donc si les dieux ont voulu cette séparation entre 2 continents, il n'était pas question de créer ici, de les relier par un pont. Voilà. Ça, c'est très intéressant. Pardon, tu voulais... Je rebondissais sur ce qui vient d'être dit, précisément parce qu'on a vu ces espaces comme des limites, on a vu ces espaces comme des espaces de limites, mais également comme des espaces où l'infrastructure, le réseau routier sont particulièrement pensés. Tout à l'heure, il y a eu des exemples très intéressants sur l'histoire perse. Est-ce que ce sont des éléments qu'on retrouve aussi dans les sources grecques
sur un aspect plutôt technique ou d'ingénierie Non. Non, pas du tout. Non. Oui. On n'a pas du tout ce même rapport-là. Hum. Même si on peut penser qu'à l'époque macédonienne, il y avait un corps, effectivement, sur le modèle de l'Empire achéménide, mais on a très peu d'indications. Peut-être dernière question, enfin, à moi qu'il y ait dans la salle. Je m'interrogeais peut-être par rapport à l'histoire coloniale, puisqu'en fait ces détroits vont prendre une place à un moment donné. Lorsque la France s'investit au Maroc, il y a bien cette idée, comme vous le disiez, là il y a eux et là il y a nous. Et donc il faut aller, je ne sais pas, sous Ferry par exemple, on va aller porter une œuvre civilisatrice, missionnaire. Il y a quand même, là le détroit va jouer un rôle... je pense, enfin, je parle sous... Lorsque la Méditerranée occidentale était appelée la mer française, avec la colonisation du Maghreb par les Français, oui. De toute façon, les empires coloniaux correspondent au petit schéma que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire de dire, voilà, la mer unie d'abord. Donc un empire colonial, c'est quelque chose qui est de littoral à littoral, au départ. C'est l'Amérique, essentiellement, qui va être colonisée initialement. C'est-à-dire les littoraux de l'Amérique, parce que pendant longtemps, c'est pas beaucoup à l'intérieur. Hein. Donc l'Amérique du Nord, les Antilles, le littoral brésilien, et pas beaucoup au sud. Vous avez ce moment-là, c'est un ensemble atlantique, d'où l'idée d'ailleurs même de révolution atlantique au XVIIIe siècle. Donc vous avez un ensemble qui est fin littoral à littoral, mais ensuite qui va s'émanciper. Et les révolutions américaines de fin XVIIIe, début XIXe sont bien une émancipation continentale par rapport qui brise d'abord le lien maritime. Donc on a bien cet élément-là qui se produit, et dans ce cas-là, on va de nouveau couper par les mers, et entre autres, quand il faut vraiment, là où c'est le plus juste, sur les détroits. Tout à fait. Merci. Tu voulais ajouter ? Non ? Écoutez, ce que je vous propose peut-être, c'est de faire la pause maintenant, et puis nous nous retrouvons dans une vingtaine de minutes à peu près, ou 15 minutes pour la suite de nos débats. Merci à vous, à tout à l'heure.